Allez, c'est parti. Bien, et ben écoutez, bonjour, bienvenue sur ce 8e épisode qui est le numéro 7. Donc on a toujours cette dichotomie entre la numérotation et le numéro de notre podcast, de notre meet-up. Donc aujourd'hui, on a juste une présentation qui va nous être faite, par Sébastien Ross en direct de Redmond. Enfin, je ne sais pas si c'est à Redmond plus particulièrement qu'il est ou dans les environs de Redmond, pour nous parler de Orchard Core. Donc un projet qui avant était un projet ASP.NET framework traditionnel et qui depuis quelques années a été un projet qui est passé sous version .NET Core. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Sébastien pour qu'il nous fasse sa petite présentation. Il nous présente d'abord qui il est, comment il est arrivé là-bas, et puis qu'il nous présente Orchard Core. En avion, il est arrivé là-bas. Qui il est en avion, effectivement. Il y a 10 ans, on est parti à 10 ans. J'eus bossé avec Lionel en haut à droite. J'eus été avec Laurent Kempé en bas à droite à Los Angeles. On a fait des bonnes blagues. Donc je suis arrivé il y a 10 ans pour travailler à Microsoft. Avant, je travaillais dans une SS2I qui s'appelait Evalua. On ne dit pas Orchard. Comment tu disais? Orchard, non? Orchard, si, bah si. Mais... Orchard. Oh, oui. Ça veut dire verger en anglais. Je suis pas à Redmond, je suis à Bellevue. Bellevue. Et donc je travaille dans l'équipe ASP.NET depuis 10 ans maintenant. Quoi d'autre? C'était quoi la question? C'était moi? Oui. Je suis arrivé pour travailler sur Orchard donc il y a 10 ans. Je vais dire Orchard, moi je sais pas ce que Orchard. Je dirais Orchard, c'est le entre français et anglais. On verra si ça marche. Et donc dans l'équipe ASP.NET, c'est passé aussi sur Azure. Entre-temps, je suis revenu après dans l'équipe ASP.NET pour travailler sur Orchard Core il y a 4-5 ans. Et en ce moment, je travaille plus souvent sur la performance que sur Orchard Core, mais bon, je reste toujours le fil de Orchard Core pour la communauté. Donc, je m'occupe de driver les meetings et le projet. Et je suis toujours le plus gros contributeur sur le site, mais il y en a qui me rattrapent. Faut que je me remette à envoyer des commits là, sinon je serai plus gros contributeur à Orchard. Ça me fera un petit truc. On verra. Voilà, question particulière? Non, pas spécialement. Alors moi, c'est vrai que Orchard, je l'ai utilisé pour mon site, là, c2i.fr, qui est un site qui est à peu près mort actuellement. Ça fait 4-5 ans que j'ai rien mis dessus, quoi. Donc lui est toujours sur la version .NET Framework, qui est toujours sur la version 1.0 de 1.0 Orchard. Oui, ou 1.2, je ne sais plus. Ah voilà, non, parce qu'il y a des 1 point jusqu'à 11 maintenant, jusqu'à 10, 11. Ouais. Mais si c'est 1.0, il faut arrêter tout. Ouais. Non, je crois que ça doit être là 1.2 ou 1.3, je ne sais plus. Et c'est vrai que moi, j'avais voulu faire les migrations dans les différentes versions. J'en avais parlé d'ailleurs avec Antoine, qui est présent là, mais qui a son micro sur mute. Moi, le plus gros problème que j'avais eu, c'était la migration entre les différentes versions. Et donc, comme j'avais pas eu trop le temps, et je voulais passer sur la version Core, et pour l'instant, j'ai pas eu encore le temps de faire cette migration. Moi, j'ai une question qui est essentielle là. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi? Ouais, mais attendez. Je sais pas du tout de quoi on parle en fait. Et est-ce qu'on pourrait peut-être faire une sorte d'intro du truc? Je vais, effectivement. Donc, Orchard, c'est très connu comme un CMS. Okay, c'est comme WordPress. Si tu connais WordPress, qui ne connaît pas WordPress? 66% des sites web, c'est WordPress. C'est comme WordPress, mais sous .NET. Et historiquement, il y a eu deux grosses versions. La version framework, .NET Framework, que vous appelez framework traditionnel. Oui. Ok, donc .NET Framework, et qu'on a commencé à développer donc, il y a 4-5 ans en .NET Core.
Mais c'est pas vraiment qu'un CMS, c'est aussi un framework modulaire et multi-tenant. Ça veut dire que c'est un framework .NET qui permet de créer des applications modulaires en séparant ton application web en différents projets, et aussi multi-tenant, ça veut dire multi-locataire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une seule application web qui va permettre de gérer plusieurs sites à la fois. Donc, au lieu d'avoir à déployer 10 sites pour 10 clients différents, mais c'est le même site, tu vas déployer un seul site qui va gérer 10 clients. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir une densité de clients plus importante sur un serveur. Donc, c'est ça, en fait, c'est un framework multi-tenant et modulaire. Et dessus ça, parce que c'est modulaire, l'application principale qu'on en fait, c'est de créer un CMS, Content Management System, un système de gestion de contenu web, en créant des modules, certains étant spécifiques à la gestion de contenu, certains étant non spécifiques à la gestion de contenu. Par exemple, la gestion des utilisateurs, ça se fait dans n'importe quelle application. Donc, un module de gestion d'utilisateurs. Et le CMS utilise ce module-là. La gestion des multi-sites, multi-tenant, c'est aussi indépendant du CMS. Mais le CMS utilise ça aussi. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait dans Orchard Core. Le projet est complètement open source au niveau du source, mais aussi au niveau de la gestion, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été créé par Microsoft donc il y a 10 ans, donc on était 7 développeurs, 2 programme managers, et entre-temps, ça a été un petit peu abandonné par Microsoft, pas autant d'efforts dessus, mais je suis encore le dernier, je suis encore en tant qu'employé Microsoft en train de travailler dessus. Et open source, mais c'est complètement géré par la communauté, donc c'est-à-dire qu'on a des podcasts tous les week-ends, toutes les semaines, un pour le podcast, pour la mise à jour du produit, et un pour le triage, donc gestion des pull requests et des bugs. Et donc tout est sur Teams et YouTube, on enregistre, donc un petit peu comme ce podcast, pour que n'importe qui puisse nous joindre et suivre le projet et participer. Je crois qu'il y a à peu près 150 contributeurs maintenant sur le projet, la version Orchard Core. Ça va être ça. Antoine va me dire mieux puisqu'il gère mieux les contributeurs que moi. Antoine, il parle jamais. Il est toujours là, mais il parle jamais. Il est trop discret. Antoine est un très gros contributeur de Orchard depuis la première version. Donc, si je dis des bêtises, il va me corriger. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Ah bah, c'est vachement clair, ouais, tout à fait. Donc, c'est très connu comme Content Management System et un peu moins connu comme framework modulaire, mais bon, on essaie de pousser les deux choses. Et on a des utilisateurs qui utilisent n'importe quel... Tu dis c'est très connu, parce que moi je ne connaissais pas de honte à moi, mais il y a des sites qui sont... J'ai dit c'est très connu, mauvais usage. Je dis c'est très connu en tant que CMS, c'est-à-dire si je dis Orchard et que les gens connaissent, ça dit ah oui, le CMS. Ouais. Ok. Ou alors ils disent ah oui, c'est lent aussi. Tu as des exemples de sites qu'on puisse... Il y a le mien, Banane. C'est pas un bon exemple. Richard, est-ce que je partage mon écran? Si je partage mon écran, est-ce que ça marche? Oui. Un que j'ai en tête, Fly Egypt. Donc, je vais prendre des sites web hein, parce que c'est plus présentable. Il y a des gens qui ont fait des systèmes multi-tenant, multi-modules. Donc, ça, par exemple, c'est un site assez récent fait avec le Orchard Core. Donc, on appelle la nouvelle version de Orchard Core parce que c'est .NET Core. Okay, la version précédente, on l'appelle Orchard 1. Donc, ça, c'est un site fait pour la société de vol Fly Egypt. Et celui-là est intéressant parce qu'il est en multilangue, anglais et arabe. Et oui, parce que le CMS gère les deux, et c'est pas important. Comment je retourne en anglais? Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui est assez important pour nous, c'est patient.org. Je pense que c'est ce site-là. C'est quoi le site? Point info.
Point info. Il y a Antoine, ouais, point info. Merci. Ouais, je l'avais dit, Antoine, c'est tout. Donc, ce site-là, il parle pas, mais ça, c'est un des plus gros sites OCFR. Orchard 1, et puis ils sont passés en .NET Core il y a un peu plus d'un an, maintenant peut-être 2 ans au moins. Donc, c'est tout Orchard Core aussi. C'est un gros site, il y a plein de contenu. Si vous êtes malade, vous allez sur le site et vous trouvez votre maladie, et puis des liens sur les pharmacies, tout ça. Donc, forcément, c'est beaucoup de trafic. Donc, il y a ça. J'ai une page avec plein de sites, mais ça, 2 exemples, je pense que ça suffit. Je suis sûr qu'Anthony va nous donner plus de liens avec des sites super intéressants. Il y a un site récemment qui a été créé. Comment ça s'appelle, Antoine? C'est cast.com, un truc comme ça. Je vois pas le chat, donc dites-moi si non, il boude là. C'est pas Cast. Qu'est-ce que c'est? Un site multi-tenant, il va nous trouver le lien. Qui permet aux gens de créer des communautés. Un très connu, pardon, celui-là. Voilà, ça, c'est avec Orchard 1. Donc, si je prends par exemple Bertrand Leroy, Bertrand Leroy. Bertrand qui s'était inscrit pour le podcast, mais qui n'est pas venu. A priori, il doit dormir encore à cette heure-là. C'est trop tôt. Donc ça, par exemple, c'est un site multi-tenant. C'est-à-dire que chaque entité ici, c'est un blog. Donc, si je prends par exemple FBouma, ou Franz Bouma, le créateur de LLB Legend Pro, chaque URL ici, c'est un blog, mais en fait, en interne, pour Orchard, c'est un site différent. Donc, il a sa propre base de données, ses propres utilisateurs, son propre contenu. Donc, en tant que propriétaire du blog, on ne voit rien des autres sites. C'est complètement isolé. Et par contre, en tant que hébergeur ou administrateur du site complet, on a 800 blogs différents qui vont être des sous-sites en fait, mais un seul déploiement. Donc ça, c'est l'avantage du multi-tenant. Et pour créer un nouveau site, on va juste dans l'administration, on dit « donne-moi un nouveau site » et il va nous créer un nouveau blog sur lequel on va pouvoir créer des utilisateurs, changer le thème et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple typique d'utilisation d'Orchard pour gérer plein de sites sur un seul déploiement. Voilà, donc ça, c'est l'exemple. Donc ça, c'est un blog, mais on peut tout faire, n'importe quel type de site. C'est cast.io qui est dit Antoine. Merci. Avec un K. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un des sites les plus récents qui a été créé par une société qui est très, très active sur Orchard. Et c'est un site multi-tenant aussi. Donc, l'idée, c'est que les gens rentrent un formulaire, tapent Next et puis peuvent accéder à différents sites. Donc, Antoine a fait quelque chose pour ça d'ailleurs. Si je vais sur le site de Orchard Core, orchardcore.net, il ne faut pas oublier le D. Donc ça, c'est le site. Il y a un bouton Try Orchard, donc essayer Orchard. Et si je clique dessus, on arrive sur un site multi-tenant de Orchard qui va nous permettre de créer un site de test en utilisant le mode multi-tenant en fait. Donc ici, si je tape mon email, je suis sûr que ce site va être... non, ça va être bon. Je peux choisir quel type de site je veux, par exemple un blog ou un site d'agence. Et ce que cette application va faire, c'est créer dynamiquement un tenant, donc un locataire, un nouveau site dessous ce site principal, envoyer un mail à la personne qui a rentré le formulaire avec le lien vers le site en question. Donc si je clique sur ce lien, Google le sait que je l'ai fait apparemment. Et voilà, et donc le site a été créé juste pour moi. Okay, donc ça c'est un site d'exemple qui va être créé avec Orchard Core. Vous avez vu, c'est assez rapide. Et si je vais dans l'administration, dans mon email, j'ai reçu un mot de passe. Et là, je peux éditer le contenu du site web. Donc, je vais vous montrer un petit peu après comment ça marche. Mais donc ça, c'est ma page principale. C'est ma page principale qui est là. Donc vous voyez, cette page-là, par exemple, ici, j'ai service, e-commerce, responsive design et web security. Et ici, je vais voir ici le e-commerce. Ah, il est cassé. Antoine peut le casser. Bravo. Je n'ai pas les bons scripts. C'est joli ça. Belle démo. Vous voyez, e-commerce, responsive design, et ainsi de suite. Web security. Donc c'est ça en fait. Ce site-là a été créé dynamiquement par ce site principal-là.
Et donc Antoine m'a dit hier qu'il y avait, depuis qu'a été créé ce site-là, je crois il y a 1 an, il y a 8000 sites qui ont été créés. Et toutes les semaines, ce que Antoine fait, c'est que tous les sites sont réinitialisés. Comme ça, c'est juste un site de démo, vous le perdez au bout d'une semaine. Mais pour tester Orchard, c'est super pratique. Il y a différents types de sites qu'on peut créer directement comme exemple. Donc ça, c'est... Et le style qui est utilisé derrière, c'est quoi? Alors, c'est juste un exemple de site qui a été créé pour les templates, pour les modèles. Donc ici, on a créé trois choses. Mais en fait, c'est des styles qui sont fournis par défaut dans la version open source. Enfin, la version open source. Tout est open source, en fait. Il n'y a pas de version commerciale. Mais c'est des sites qui sont créés par défaut, qui sont disponibles par défaut. Je ne vais pas le dire. Donc, les trois, en fait, ils sont créés à partir de Start Bootstrap. Bootstrap. Donc, ce qu'on a fait, c'est comme c'est des thèmes MIT, on a pris plusieurs thèmes de cela, templates. On a pris plusieurs thèmes et on a créé des exemples de sites web avec Orchard Core. Donc ça, typiquement, on a voulu prendre un exemple qui représentait une société avec une seule page, un single page application. Donc n'importe quelle société pourrait avoir un site comme ça avec son équipe, l'historique de la société, les différents portfolios, les services. Mais c'est vrai que ça ressemble à 2 gouttes d'eau à WordPress en fait. Et c'est génial, mais attends, ça n'existait pas avant? Comment ça n'existe pour pas ASP.NET? C'est une question assez compliquée parce qu'il y a 100 000 CMS pour ASP.NET. 100 000. Bon, ouais, mais peut-être, mais pour avoir voulu créer ça, c'est que c'est bonne question. la farfouille, quoi. Bonne question. Il y a 10 ans, quand ils l'ont créé, l'objectif était de pouvoir proposer une solution open source qui utilisait ASP.NET MVC. Donc, à l'époque, il y avait les deux plus gros CMS qui existaient en ASP.NET étaient .NET Nuke et Umbraco. C'était les deux plus connus open source. Mais ces deux-là, ils utilisaient WebForms. Okay, et à l'époque, c'était ASP.NET MVC 2 et il sortait le 3. Et Microsoft voulait absolument pousser vers MVC plutôt que WebForms pour les sites web parce que c'est beaucoup plus adapté. Mais par contre, il n'y avait aucune solution open source pour faire des sites web en ASP.NET. Et à côté de ça, il y avait PHP et WordPress qui mangeaient tout. Donc ils ont dit, on va créer notre propre CMS. Et c'est là qu'ils ont commencé à créer Orchard. Et depuis, on utilise toujours MVC parce qu'on pousse toujours pour MVC pour faire les sites web. C'est plus adapté que WebForms. WebForms c'est très bien, mais pour les sites web, MVC c'est plus adapté. Et on continue. Et ensuite avec .NET Core, pourquoi? Parce que quand .NET Core n'était pas encore en version 1.0, forcément il n'y avait aucun CMS. Aujourd'hui encore, il y a très peu de CMS qui utilisent .NET Core. Et donc pour pousser la technologie, pour au moins valider le fait que ça fonctionne, Microsoft s'est dit on va migrer Orchard, on va laisser Sébastien s'amuser, gérer le projet pour la migration vers .NET Core. Et voilà, et donc c'est pour ça que maintenant on continue Orchard en .NET Core pour ça. Mais il y a d'autres CMS qui sont sortis depuis qui font du .NET Core. Ensuite, par contre, je vais réagir à un des commentaires c'est WordPress c'est comme WordPress, mais bon, tu sais pas, tout ce que tu vois, c'est un site web. Tous les sites web sont identiques, mais par contre, c'est comment tu gères le contenu, comment tu gères tes utilisateurs qui seront différents. Et quand tu vas dans l'administration, on peut se dire que ça ressemble un peu à WordPress. Oui, il y a un menu et il y a des formulaires, mais tous les CMS ont un menu et un formulaire. Le menu est à gauche, il y a beaucoup de sites qui ont un menu à gauche ou en haut. Donc ça ressemble à WordPress, mais pas parce que ça ressemble à WordPress, c'est parce que tous les CMS sont à peu près basés sur la même chose, sur le même concept. Tu gères tes contenus dans ce qu'on appelle un back-office, dans le site d'administration, et WordPress, c'est la même chose. Tous les CMS. C'est-à-dire, au moins, on n'est pas perdu, quoi, et on est capable, du coup, de rapidement comprendre le principe, heureusement, quoi. Oui, j'espère. Effectivement, tout CMS devrait pouvoir être facile d'utilisation et pas nécessiter 2 jours de training. Si j'ai bien vu, donc tu montrais tout à l'heure que les blogs d'ASP.NET sont faits avec cet outil, avec Orchard, voilà. C'est ça. Et donc, il y a des templates qui sont dispo plus orientation dev pour mettre du code et des choses comme ça? Alors, oui.
Donc, ça, c'est Visual Studio. OK. J'espère que je n'apprends rien à personne. Et c'est le code source de Orchard qu'on peut télécharger directement depuis GitHub. Donc, si je vais... En fait, j'ai un lien, super, comme je fais ça tous les jours. Et vous voyez, hop, qui c'est qui travaille dessus? C'est Antoine. Il y a 3 heures. 152 contributeurs. Voilà. Et attention, il me colle au cul. Ça rigole pas. Il va falloir que je me dépêche. Là, j'ai un petit peu ralenti. Là. Mais lui, par contre, il booste. Jean-Thierry, qui est aussi français d'ailleurs. Super gros contributeur. Et je disais, donc ça, c'est le code source de Orchard Core. Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de le cloner, d'ouvrir dans Visual Studio, et ça tourne. Donc là, je l'ai dans Visual Studio. Et si je le lance, alors par contre, j'ai oublié, je vais juste effacer ce que j'ai créé hier pour vous montrer comment ça se passe. Ce que j'ai créé hier, ou je ne sais pas quand, je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était hier. Donc, je vais supprimer mon contenu. Voilà. Donc là, si je lance, je vais faire CTRL F5. Si je lance mon projet, alors ce qui peut être effrayant, c'est que dans Orchard, il y a peut-être 150 projets. Je vais ouvrir tout le répertoire ici pour montrer. Donc vous voyez ici, je défile, et il y a plein de projets. OK. Donc ça fait un peu peur. Par contre, c'est super utile parce que JetBrains Rider, par exemple, ou Visual Studio, les équipes de développement, ils utilisent Orchard pour tester la performance de Visual Studio et JetBrains. Parce qu'ils disent que si j'avais un problème au début de Visual Studio, la version 16, c'est que on ne pouvait pas développer Orchard parce que ça plantait tout le temps. C'est trop de projets. Donc en fait, depuis, ils utilisent Orchard comme benchmark pour Visual Studio et JetBrains. Donc là, il y a 2 semaines, JetBrains, ils ont sorti une nouvelle version basée en .NET Core. Et en fait, quand ils montraient la performance, ils montraient combien de temps il fallait pour charger Orchard, la solution Orchard, parce qu'il y a tellement de projets que... Voilà. C'est pas que c'est un truc trop lourd, c'est juste qu'on a séparé tous les composants en différents projets. Donc là, quand je lance la solution, c'est que j'ai défini un projet web, ici, qui est un projet standard. Donc il n'a rien de spécial, ce projet web. C'est juste un nouveau projet web. Et ce projet web, c'est un projet d'exemple qu'on donne, qui va juste dans le startup appeler Add Orchard et Use Orchard. Donc ajouter tous les services et utiliser le middleware pipeline de Orchard. Mais autrement, c'est une application SPLN Core toute simple. Il n'y a rien de spécial. Nouveau projet, vous référencez le package NuGet et vous ajoutez ces 2 lignes de code. Et quand vous démarrez l'application, il va voir qu'il n'y a aucun tenant qui est créé, aucun site qui a été créé. Donc il va afficher un écran de setup pour créer un nouveau site. Okay. C'est la même expérience que vous avez quand vous faites du WordPress ou n'importe quel autre service qui est basé sur une base de données. Alors, par contre, un truc qui a été ajouté récemment ici, c'est comment on supporte le multilangage. On va montrer toutes les langues qui ont été déjà traduites. Si c'est français, c'est forcément Antoine. S'il y a des problèmes dans le français, vous envoyez à Antoine, c'est lui qui gère ça. Et vous voyez, c'est super pratique parce que dès le setup, je peux choisir la langue dans laquelle je veux voir l'interface. Pas forcément le contenu de mon site, mais en tout cas l'interface. Et alors, super intéressant, c'est que si vous parlez par exemple perse ou arabe, par exemple arabe, ça va être celui-là, hop, il me traduit directement en arabe et en plus, je l'ai de droite à gauche. Toute la CSS est transformée de droite à gauche. Et ça, c'est tellement récent qu'on n'a même pas encore mis à jour le texte ici pour toutes les langues. Ou alors c'est à jour, mais je n'ai pas encore mergé tous les changements qui ont été poussés. C'est forcément possible aussi. Mais pour revenir en anglais, c'est pratique, quoi. Ouais. On va mettre des petits drapeaux. Ou alors on fait retour en arrière, ou on retourne sur la page. On enlève ça. Okay. Putain, c'est super bien. Donc ça peut être très pratique. Et je crois que dans le portugais, si il y en a dans le portugais, ils pourraient participer un petit peu. Espagnol, je pense qu'on doit avoir pas mal. Voilà, l'espagnol est bien fait. Ok. Donc l'allemand, je suis pas sûr. On va retourner en français. Ok, parce que c'est pratique. Alors, quel est le nom de votre site? Donc, par exemple, je vais l'appeler DevApps. Ouais, au hasard. Et alors là,
il me demande une recette. On appelle ça en anglais, on appelle ça un recipe. Alors comme Orchard Core, il peut faire plein de types de sites différents, des sites web ou juste pas de gestion de contenu ou autre, parce que la gestion de contenu, c'est qu'un module en fait. Je vais revenir sur la solution. Quand on fait un projet Orchard, on ne lui dit pas si on veut faire un site comme WordPress ou si on veut faire un ERP, n'importe quel type d'application basé sur des modules. Et ici, vous voyez, j'ai deux répertoires. Un répertoire qui s'appelle module et un répertoire qui s'appelle module CMS. Dans le module CMS, on va mettre tous les modules qui permettent de faire de la gestion de contenu. Par exemple, Contents. Qu'est-ce qu'on a aussi? Feeds, okay, pour les RSS. Les listes, la gestion du markdown, les médias. Okay, tous ces modules-là, c'est pour faire de la gestion de contenu. Par contre, si je vais dans ce répertoire-là, ça n'a rien à voir avec la gestion de contenu. C'est par exemple faire du GraphQL, c'est faire de l'authentification GitHub ou Google, c'est faire des health checks pour voir si le site il marche toujours, c'est faire la localisation du UI, un serveur OpenID, gérer des rôles, gérer des utilisateurs, gérer des settings, faire des workflows. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la gestion de contenu. Et donc, on peut très bien faire un site qui utilise ces modules-là, mais pas la gestion de contenu. Et c'est pourquoi on a des recettes ici. On fournit des recettes d'exemples, mais n'importe qui peut faire ses propres recettes. Par exemple, on a une recette de blog qui va faire un site qui va utiliser les modules de gestion de contenu, et aussi créer un blog, et créer une page d'accueil, et utiliser un thème pour le blog, et ainsi de suite. Ou on peut avoir un blank site, donc un site vide, qui contient juste les modules de gestion de contenu, mais qui crée aucun contenu, aucun thème, juste un site complètement blanc, mais qui va avoir la gestion de contenu dans l'administration. Ou alors, un site qui me permet de gérer d'autres sites. Donc un site hôte, hébergeur, qui va me permettre de créer des tenants avec n'importe quelle autre recette. Et là, c'est ce que je vais vous montrer, par exemple. Je vais prendre Software as a Service, donc je ne sais pas comment dire en français, SaaS. Ça va me permettre de créer d'autres sites. Et je veux dire, la base de données pour ce site-là, qui va me permettre de gérer d'autres sites, et en fait, ça, c'est ce que je ferais si je voulais créer Weblogs ASP.NET. Donc là, je crée le site principal qui va me permettre de gérer les sous-sites. Okay, donc je vais revenir sur cette table ici. Et il me demande quelle base de données tu veux utiliser pour stocker ce site web-là. Et donc, on a le choix entre SQLite, SQL Server, MySQL et Postgres. SQLite est le plus pratique pour nous parce que j'ai rien de besoin d'installer, pas de créer de base de données ou autre chose. Je vais créer un utilisateur. Ça va être le super utilisateur du site que je suis en train de créer. Et je vais exécuter ça. On compte jusqu'à 3 et le site est créé. Et donc, cette recette, en interne, elle a activé les modules qu'elle définissait, par exemple la gestion de microsite, et elle a créé une page qu'elle a mis en page d'accueil avec ce texte-là. Et à partir de là, je peux aller dans l'admin, entrer l'utilisateur que j'ai créé, et tout ce que je vais voir ici, c'est juste, je peux gérer un thème parce qu'il y en a un, je peux gérer la sécurité et je peux gérer les tenants. Okay, donc tout ça, c'est en anglais, on pourrait le passer en français aussi. Il faudrait juste que j'active le module de localisation. Je vais peut-être le faire pour vous. Mais la différence entre ce site-là et le site ici, donc j'étais dans la mine, vous voyez ici, il y a beaucoup plus de choses. Il y a des types de données, il y a ce menu-là. Dans la configuration, d'ailleurs, beaucoup plus de choses parce qu'il y a beaucoup plus de modules qui sont activés. Et chaque module va pouvoir ajouter des choses dans le menu, par exemple, ou ajouter des contrôleurs pour gérer différentes URL, ou ajouter des vues. Donc c'est ça, un module. Je n'ai pas été précis sur ça, mais un module, c'est juste un projet de type class library, bibliothèque de classe, qui contient, si vous faites du MVC, des contrôleurs et des vues, mais si vous ne faites pas du MVC ou juste du standard ASP.NET, contient un startup avec configure services et configure. Okay, donc un module, c'est une micro-application qui contient tout ce qu'une application pourrait contenir. Des fichiers statiques, des contrôleurs, des vues, n'importe quoi, des services, des interfaces. Et tout ce que ça a de particulier, c'est que ça a un manifeste qui va décrire le nom du module pour que le site principal sache que cette librairie, c'est un module,
et qu'elle puisse lui donner un nom et des métadonnées. Okay, donc une catégorie, une description et un nom. Et donc ça, GraphQL. Vas-y. Une petite question, est-ce qu'on est capable de loader, de charger dynamiquement et de décharger un module runtime? En Node.js, on pouvait faire ça. Et ça a été très dur, mais on pouvait faire ça et c'était même compilé dynamiquement. C'est-à-dire que tu pouvais faire copier-coller du source code et dynamiquement, ça allait le compiler, le charger, le décharger, tout ce que tu veux. En Node.js Core, on le faisait les 2 premières années et puis on a arrêté. Parce que, c'était pas supporté par .NET Core et ça faisait que dès qu'on rajoutait quelque chose ou qu'il y avait une nouvelle version de .NET Core, tout était cassé. Et donc, on passait des mois et des mois à le faire marcher. Je sais que Jean-Thierry, qui faisait ça principalement au début, il a passé 1 an sur ça et puis à la fin, on a dit stop, c'est pas possible, ça marchera jamais. Non seulement ça marchera jamais, mais en plus, le problème, c'est que même pour Rothschild 1, on disait aux utilisateurs de ne pas le faire. Parce qu'au niveau performance, c'était pas bien et parce qu'au niveau sécurité, c'était vraiment pas bien. Parce que le fait de pouvoir télécharger des modules dynamiquement depuis un site web, sans le tester, sans vérifier la validité ou quoi que ce soit, ça pouvait casser les sites très facilement. Parce que tu charges un truc qui ne va pas compiler, et ben tu as foutu en l'air ton site web. Ça peut être intéressant pour quand tu as un site qui est en dev. Et une fois qu'il est développé, en prod, tu toutes ces fonctionnalités. Oui, et de la même manière, quand tu es en dev, ici, pour référencer un module, c'est add reference sur le module. Ou alors... mais tu as besoin de Visual Studio. Si tu veux compiler un truc, en général, tu as un éditeur. Visual Studio ou .NET Build par la command line, tu as besoin de quelque chose. Utilise n'importe quel éditeur, mais forcément, quand tu crées un développement, tu as besoin de quelque chose. Donc oui, on ne propose pas ça, mais ça ne me dérange pas du tout. Je suis presque fier de ne pas le faire parce que c'est la quantité de travail pour supporter ça par rapport à ce que ça ajoute, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ok. Et en plus, techniquement, peut-être que maintenant c'est possible avec .NET 3 de charger et décharger dynamiquement, mais techniquement, ce n'était pas possible avant. En fait, c'est possible avec .NET 3, .NET Core 3 avec l'assembly load context. Mais même au niveau MVC, c'est assez compliqué parce que de toute façon, il faut redémarrer le site pour recharger tout l'assembly, l'application parts et autres. Donc, c'était super pas évident. Surtout qu'en plus, nous, on est modulaire, donc il faut pouvoir charger dynamiquement chaque module, mais multi-tenant, chaque tenant a des modules différents. C'est-à-dire que l'application elle-même référence les modules dont elle a besoin, mais chaque tenant ici va activer certains modules. Donc, un contrôleur ne sera pas actif pour un tenant, mais sera actif pour un autre. C'est super compliqué. Et en pratique, quand tu essayes ça et que tu veux référencer un module, il est sur NuGet, donc c'est super facile en fait de le référencer. C'est ajouter un NuGet référence. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, le problème c'est que celui-là, j'utilise un meta package, mais normalement, on peut référencer n'importe quel module indépendamment. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Donc là, j'ai créé ce site-là, et ce site-là, il référence juste même pas la gestion de contenu, il référence juste la gestion de tenant. Donc ici, dans tenant, ce que je vais faire, il me dit ça c'est le tenant qui est en cours d'exécution, et je peux rajouter un tenant qu'on va appeler par exemple DevApps blog. Alors, par contre, ça va être un nom technique. Ok. Pas besoin. URL préfixe, DevApps blog. Bon, je vais l'appeler juste blog. Ok. Le URL préfixe, c'est l'URL qui va être ajouté ici par rapport au tenant principal pour me référencer le sous-tenant ici. Donc c'est comme ça quand je fais /l'erreur. Ça, c'est le préfixe du tenant. Donc là, je vais sur un site à part. Okay. Le recipe, je peux le choisir directement là ou plus tard au setup. Donc ici, je vais dire, non, le recipe, ça sera blog, obligé. Et la base de données, j'oblige que ce soit SQLite. Okay. Et on peut aussi définir un nom de domaine juste pour ce site-là. Donc l'idée, c'est que même si on n'a une seule application qui est déployée, on va pouvoir avoir chaque sous-site sous un nom de domaine différent. Mais dans le cas-là, je ne veux pas, je vais juste utiliser un nom de préfixe. J'ai juste une question, Sébastien, excuse-moi de te déranger. Lorsque tu vas faire les noms de domaine, tu as une intervention au niveau des DNS à réaliser ou pas? C'est complètement indépendant, ça. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est l'application web ici, elle va pouvoir charger le tenant en fonction du nom de domaine sur lequel on a accédé à l'application web, mais ça veut dire qu'il faut quand même configurer ton DNS pour aller sur le serveur quand le domaine est demandé. Il n'y a pas le choix.
imaginons par exemple que tu déploies sur Azure App Service. Et sur Azure App Service, tu as une gestion des noms de domaine, des custom domains, je ne sais pas comment en français, des custom domains. Et là, on va pouvoir ajouter la liste des domaines que le App Service va utiliser. Donc ça, c'est la première étape à faire. Et ensuite, dans ton site web, tu vas dire, ah ben ce tenant, c'est ce app domain, ce tenant, c'est ce app domain, et ainsi de suite. Ok, merci. Donc c'est complètement, c'est la même chose que n'importe quel site web. Il n'y a ni plus ni moins à faire que n'importe quel site web au niveau des DNS. Mais donc là, typiquement, je peux changer du jour au lendemain à faire en sorte que le site principal, ce soit n'importe quel domaine, et celui-là, ce soit un autre domaine. Ce n'est pas un problème. Donc ici, il dit qu'il est uninitialized, mais si je vais sur l'URL, j'arrive sur le setup. Et vous voyez ici, c'est /blog. Donc /blog, c'est celui qu'on vient de créer. Il n'a pas encore été créé. Je ne peux pas choisir ma recette. Je ne peux pas choisir la base de données. Elle a été définie quand le tenant a été créé. Et je vais l'appeler blog. Dev apps. Je vais créer un utilisateur. Et donc celui-là, il aura une base de données à lui en SQLite. Et comme j'ai choisi la recette blog, on ne le voit pas sur cette page-là, il m'a créé un blog avec une page, une home page, un blog post, des trucs. Et donc c'est /blog. Si j'enlève ça, c'est le site principal. Si je vais là, c'est le blog, un autre site. En tant qu'utilisateur, je ne le vois pas en fait que c'est un autre site, mais moi en tant qu'administrateur, je le sais. Et si je vais dans l'admin, je suis dans l'admin du blog. Et là, j'ai beaucoup plus de choses, parce que c'est un blog. J'ai accès directement au blog et au blog post. J'ai accès à tous les autres types de contenus, par exemple la page About, les catégories, les tags. On a accès au template, la gestion du menu principal, Home About, okay. Gestion des utilisateurs. Et là, j'ai qu'un utilisateur, c'est celui du blog. Je pourrais créer un autre utilisateur si je voulais, la gestion des rôles, des permissions, donc tout ça. Et donc ça, c'est complètement indépendant. Et donc là, si je crée un nouveau blog post, voilà, DevApp. Donc cette recette-là, elle dit, bah, je vais créer un blog qui aura l'URL qui va être généré, qui aura un subtitle, qui aura une image en bannière. Ici, on n'a pas d'image disponible par défaut. On pourra ajouter. Ah, c'est bizarre ça. Media Library. Bizarre qu'on n'ait rien ici. Il suffit de le remonter, Antoine. Et une question. Vous avez un magasin après il y a des gens qui vont, tiens, je vais vendre ma formule comme sur WordPress. Des gens vont vendre des templates ou des add-ons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suppose. Donc déjà, n'importe quoi peut être sur NuGet. Donc si je vais sur nuget.org, je suis sûr que si je tape Orchard, on va avoir des choses. Donc typiquement, NuGet Core. Donc il y a des modules comme ça. Donc ça, c'est des modules. Et un module, ça peut être un thème, ça peut être un module. Ouais. Un recipe, ça peut être un module. Et ainsi de suite. Et depuis là, vous avez pas, enfin, je sais pas, peut-être ça existe, un endroit où tu sais, tu peux depuis l'admin aller checker où il y a une mise en forme de tout ça, non? Ça n'existe pas encore ça? Alors, on a fait dans Orchard 1, mais on n'a pas encore ça dans Orchard 2. Et l'idée, c'est alors, dans Orchard 1, on avait ça. On a toujours ça d'ailleurs, c'est toujours actif. Gallery.orchardproject.net. Donc ça, c'est la galerie, c'est un galerie NuGet avec des modules et des thèmes pour Orchard 1. OK. Et quand on download, ça donne un NuGet package. Mais pour Orchard Core, on veut se baser sur nuget.org, que les gens poussent leurs modules sur nuget.org. Et ce qu'on va sans doute faire, c'est juste un directory, un répertoire de modules qui vont pointer vers NuGet ou vers GitHub, parce qu'il y a des gens qui font tous leurs modules sur GitHub et qui ne le mettent pas sur NuGet. Voilà, donc mais on n'a pas ça dans Orchard Core directement intégré. C'est dans Orchard 1. Donc voilà, donc ça c'est pour créer un blog. Là on a Markdown et c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour créer un blog. Oui, moi ce que je pense, ce que vous voulez dire peut-être Christophe, c'est que dans WordPress, j'allais dire sans être développeur, on peut rajouter des fonctionnalités à son site
Là, c'est les nouvelles fonctionnalités, c'est des nouveaux modules, et donc c'est forcément. Là, c'est développeur. Là, c'est clair. C'est vraiment l'aspect développeur, quoi. Là, je suis d'accord. Si tu installes un module, il faut que tu sois développeur. Et ça rejoint un petit peu ce que demandait Laurent avant, c'est que faut être développeur. Donc, même si on avait une galerie, c'était facile. Ben non, il faut quand même être développeur pour ajouter un module. Et ça ne me dérange pas de dire que c'est le développeur qui doit installer un module. En fait, c'est un petit peu la cible, ou je ne vais pas dire le marché, mais l'ensemble des utilisateurs pour World of Hardcore, c'est clair, ça sera plus un marché de développeurs qu'un marché d'utilisateurs final. Parce que tu vas pas dire à ton... Tu es informaticien, tu travailles en SS2I, tu fais un blog ou un site web pour un de tes clients, tu vas pas dire à ton client, ah ben, tu peux installer n'importe quel module maintenant. Mais si tu fais ça, il va t'appeler tous les jours parce qu'il a cassé son site. Ou parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, ou il ne sait pas qu'il a installé un truc. Ou... C'est comme donner un téléphone à un gamin. Il va aller sur l'App Store et il va installer tous les logiciels qui sortent tous les jours. Et tous les 2 mois, tu vas devoir resetter le téléphone parce qu'il y a plein de malware dessus. C'est un petit peu la même chose. J'ai pas envie de donner, si je développais les sites, j'ai pas envie de donner cet accès-là à mes clients parce que j'ai peur qu'ils cassent tout. Et eux aussi, ils n'ont pas envie de pouvoir casser les choses. Donc c'est un petit peu une bonne chose en fait de ne pas pouvoir le faire, en sachant le coût qu'il y a à pouvoir le faire, en amont et ensuite après pour la gestion du site. Donc c'est ça, je trouve ça bien dans World, c'est la séparation entre qui développe le site et qui maintient le site, qui maintient le contenu du site. Et même quand tu compares la gestion de contenu de World Hardcore par rapport à WordPress, dans World Hardcore, tout est vraiment modélisé pour que l'utilisateur n'ait juste à s'occuper que du contenu. Et le développeur a fait en sorte que tous les templates soient gérés par ce modèle. Et tu dois rentrer dans ce cadre-là en tant qu'éditeur. Tu ne peux pas casser ton site. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Ça dépend pour qui. Mais en tout cas, World Hardcore, effectivement, ici, ça sera plus adapté pour les développeurs qui vont être sûrs que l'utilisateur ne pourra pas casser leur site. Si tu veux pouvoir installer les modules dynamiquement comme ça, comme un WordPress, eh ben, je pense qu'il ne faut pas utiliser World Hardcore. Ça, c'est clair. Il faut utiliser WordPress. Et je suis bien content. Parce que je pense que vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'en tant qu'informaticien, c'est dur d'avoir un système qui est instable, parce que par définition, il est instable. Par définition, même si c'est juste par un rôle, certaines personnes. Mais même en tant qu'admin, si je télécharge un module, je ne suis pas sûr qu'il ne va rien casser. On ne sait pas. Et ça va être en prod, parce que ça c'est clair que ça va être en prod. Et ça va être fait ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est en mode dev, ben, je vais rajouter la référence, je vais le tester. Et quand je l'ai testé, je vais le déployer. Je vais faire du staging et après je vais faire du prod. Donc voilà. Donc c'est plus orienté développeur, effectivement. Mais non seulement c'est plus orienté développeur, mais pour le développeur, c'est génial. Regardez ce que je peux faire. Là, j'ai mon projet web, qui a toujours rien dans le code particulier. Et je vais juste dire ajouter un folder. Là, je vais mettre en mode je suis développeur, il est rigolo, lui, avec son truc et tout dynamique. Mais moi, j'aime pas ça. Donc, je vais aller là, je vais supprimer ce. Je sais pas, j'ai rien dedans. C'est pour ça qu'il ne veut pas me le créer. C'est bizarre qu'il n'apparaît pas. Je vais créer un folder. Je vais l'appeler Pages. Et ceux qui ont fait du Razor Pages, ils savent que ici, je peux mettre des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Un fichier texte. Il me faut un fichier texte. Il ne faut surtout pas créer un fichier texte. Voilà, très bien. Et je vais l'appeler index CSHTML. Et ici, je vais dire page. Et ici, je vais dire bonjour. On va essayer ça. J'actualise. Et là, j'ai bonjour. Donc, ça, c'est super pratique parce qu'en tant que développeur, je sais que je peux développer ce que je veux dans l'application. Ça peut venir d'un module, mais je peux aussi créer un module à part ou carrément ajouter mon code et mes pages directement ici. Ça, c'est un Razor Page. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de contrôleur, je n'ai pas besoin de vue. Ça contient le contrôleur et la vue quand j'utilise un Razor Page, une page Razor.
parce que j'ai le tag ici, page. Et du coup, je peux faire n'importe quel bout de code, appeler mes services, appeler mes librairies, faire mes contrôleurs et tout ça. Et pourquoi c'est la page d'accueil ici? J'ai toujours mon admin d'ailleurs, ok, parce que j'ai un contrôleur qui intercepte l'admin. J'ai toujours mon blog d'ailleurs, parce que d'ailleurs, j'ai aussi changé la page d'index pour le blog. Bien joué. Parce que c'est multi-tenant, parce qu'ici, tous mes sites sont une instance en fait réutilisent mon site web, l'application web. Et ça peut être très pratique parce que du coup, si je suis un software as a service, donc je rends mon application en tant que service, si j'ai un nouveau client, je sais que mon nouveau client, il a aussi toutes les features que j'ai proposées au nouveau client. Il suffit que j'aille dans l'administration, que je dise nouveau tenant, et hop, j'ai un nouveau client avec sa base de données, mais qui réutilise mon application. Okay, et dans ce cas-là, il a aussi le thème. Donc ce que j'ai créé comme HTML, ça ne va pas du tout avec ce thème-là, mais en tout cas, je sais que je peux ajouter mon propre code. Donc là, c'est l'idée en tant que développeur d'avoir tous les outils pour développer normalement. Je fais du .NET, du ASP.NET. Et ça s'intègre dans le CMS si je veux. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec OnShot Core, c'est qu'on peut développer exactement comme on veut. Seb, est-ce que tu as prévu de montrer le headless avec le GraphQL? Parce que je pense que c'est une feature qui est vraiment très intéressante. Donc je vais le faire tout de suite ici. Donc j'ai un Content Management System, j'ai un blog. Et, il te reste 8 minutes. J'ai besoin d'1 heure et 8 minutes. Donc, je vais juste terminer sur ça alors. Donc l'idée d'un CMS, c'est qu'il y a plusieurs modes de développement. Ça revient un petit peu à ce que je viens de faire ici, que je peux taper mon propre code. Il y a le mode qu'on appelle Full CMS, le mode qu'on appelle Decoupled CMS et le mode Headless CMS. Le Full CMS, c'est ce que je vous ai présenté. Tout est géré par un thème, par des templates, par la gestion de contenu, comme WordPress. Le Headless, c'est quand on gère rien, juste le contenu, mais le site web ne rend rien que des REST API, des API, des REST endpoints. Okay, et dans ce mode-là, on peut utiliser des REST endpoints comme GraphQL. Donc ici, je vais aller dans les features et je vais voir la liste de tous les modules qui sont déjà disponibles dans mon application. C'était peut-être la question d'ailleurs d'avant, peut-être pas compris. Mais ici, je vois toute la liste des modules et il y en a un qui s'appelle, donc si je filtre, GraphQL, je vais l'activer. Je n'ai pas besoin de cocher, je peux juste cliquer Enable ici. Et une fois qu'il est activé, ce module-là, il a rajouté cette entrée dans mon menu qui me permet de taper des requêtes GraphQL par rapport au contenu que je maintiens. Ici, j'ai un blog et des pages. Donc, est-ce que j'ai un blog? Est-ce que je suis dans le blog ici? Je ne suis pas dans le blog. Ah, je suis dans le try or chart. Je me suis trompé. Mince. Mais ça prouve que vous pouvez aussi faire ça dans la version en ligne très facilement. Donc, je vais aller dans Configuration Feature GraphQL, faire la même chose. C'est encore plus rapide. Ici, GraphQL. Et ici, je vois mes contenus qui ont été créés. J'ai des blogs, j'ai des articles, j'ai des blog posts, catégories, parce que cette recette, elle a créé tout ça. Okay, et si je dis, je veux voir la liste des blog posts, je vais cocher, vous voyez, ça a étendu blog post, et je vais dire, je veux voir le titre du blog post. Et je vais exécuter cette requête, et c'est ça qui va me renvoyer. Ça, c'est le blog post. Okay, et cette requête-là, du coup, elle est accessible depuis une API. Donc, si je fais ici, je pense que j'ai donné les permissions, mais ce n'est pas sûr. Donc, /API, /GraphQL, et ensuite, on va faire query égale ça. Et voyez, voilà. Donc là, juste en enablant le module GraphQL, j'ai exposé tout mon contenu en GraphQL. Et donc, je peux faire des requêtes pour récupérer le contenu qui a été géré. Donc, c'est très pratique parce qu'imaginons, on peut faire un site web multi-tenant, software as a service, qui va héberger une recette qui fait juste ça, du GraphQL à la gestion de contenu. Pas de thème, pas de UI, pas de template, pas de page HTML, juste la gestion de contenu. Et depuis vos autres applications, mobiles ou fichiers statiques ou n'importe quoi, vous pouvez requêter le tenant que vous voulez et le contenu que vous voulez depuis le tenant. Donc les administrateurs, ils vont gérer le contenu et vous, en tant que développeur, vous allez requêter l'API pour récupérer le contenu que vous voulez. Et en plus, il y a des outils qui vous permettent de facilement faire des requêtes. Donc par exemple, ici j'ai le blog, je pourrais aussi intégrer l'image du blog. Donc je peux aller dans le field image et demander les URL de chaque image. Voilà. Et du coup, ici, voilà, je sais que ce blog-là,
Ça, c'est l'image du background. Et je peux aussi rajouter le display text et qui c'est qui l'a créé. Et quand c'est que ça a été publié, exécuté, et voilà, j'ai tout. Et donc ça, cette requête-là, vous pouvez la récupérer dans l'URL et faire vos propres applications dessus. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que tu modélises ton entité blog post aussi à travers le site, quoi. Voilà. Donc ici, Orchard n'a aucune notion de blog post. C'est la recette qui a expliqué ce que c'était qu'un blog post, que c'était qu'un blog post, ça avait un titre, que ça avait un texte, que ça avait une image. Et tout ça se fait par la gestion des content types ici. Donc ça a été créé. Je peux créer un nouveau content type ou aller dans blog post et dire, ah ben maintenant, demain, je veux un autre field. Je veux un field qui contient du texte ou un fichier YouTube. Mais bon, voilà. Je veux un texte qui va s'appeler, par exemple, description. Et une fois que j'ai mon fichier description, ben, maintenant, si je vais dans les blog posts, ben, j'ai une description. Okay, et on peut changer quel éditeur il faut, quelle est la taille, quelle est la validation, et tout ça. Donc en tant que développeur, vous allez modeler votre contenu, et l'éditeur, lui, va juste avoir à éditer ça. Il y a même des workflows. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut même créer des workflows visuels pour valider le contenu, pour accepter des requêtes externes, pour exécuter des requêtes vers l'extérieur. Quand il y a un utilisateur qui est créé, quand un contenu a été changé, quand on peut faire plein de choses. Voilà. J'arrêterai sur ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est assez complet. Ah bah, toi aussi, tu as plusieurs images. Ah, bah si je partage mon écran et qu'en plus, je peux arrêter le partage d'écran. Ok, bon, ben écoute, là c'est quoi un petit peu la roadmap pour la suite? Parce que là actuellement c'est en version 2.0. RC1. Orchard Core RC1, c'est même pas en version 1.0. On a créé la branche RC2 parce que les gens ne veulent pas attendre le 1.0. Donc on a créé la branche RC2 qui va être mergée d'ici un jour à un mois ou un an, on ne sait pas, quand on merge. Il n'y a plus rien, on a juste une feature et puis on réalise la version RC2. Et la version 1.0 quand c'est prêt. Il y a plein de sites en production, mais on voudrait certains modules de prêt pour la version 1.0. Il y a plein de gens qui l'utilisent déjà en production. Là. Je connais au moins une vingtaine de sites qui tournent avec. Et super rapide, super stable. Quand je dis super rapide, un exemple, sur mon ordinateur, je peux avoir 13 requêtes par seconde avec WordPress et je peux avoir 2000 requêtes par seconde avec Orchard Core sans cache. Et on n'a même pas de module de cache dans Orchard Core tellement c'est rapide. C'est dû à plein de choses, .NET Core, la base de données qu'on utilise, le modèle de base de données qu'on utilise. Mais c'est vraiment impressionnant. N'importe qui utilise Orchard Core va dire ne comprenne pas comment c'est rapide. D'ailleurs, vous voyez là, le try.orchardcore.net, vous n'avez pas vu que c'était lent, hein, et j'ai créé un site dynamiquement, j'étais dans l'administration, j'ai fait du GraphQL et tout était super rapide. Ben, c'est juste une instance 4 corps sur Azure qui contient, je dirais, plusieurs centaines de sites actuellement. Donc, et c'était super rapide, c'est vraiment impressionnant. Donc, quand c'est qu'ils migrent les devblogs Microsoft.com sur Orchard? Oh, ils ont migré. Parce que franchement, c'est super lent leur système. C'est plusieurs secondes pour charger une page. Alors j'ai du 1 gigabit à la maison. Tu devrais envoyer le feedback parce que je faisais partie de l'équipe à qui ils ont demandé d'aider pour les blogs. Et il y a des décisions politiques, vous comprenez, qui font en sorte que. C'est quoi derrière? C'est un WordPress? C'est WordPress, oui. En fait, pour résumer, avant, ils utilisaient WordPress et ils ont un jour décidé de changer parce que c'était trop lent, ils avaient plein de problèmes. Et le résultat, ça a été quelqu'un dit « Ah ben on va changer, il faut utiliser WordPress ». et donc ils ont tout refait en WordPress et ils ont le même problème. Donc on ne va pas dire que, voilà. Ouais. C'est pas grave, c'est la vie. Tu m'enverras à qui il faut envoyer le feedback. Bien sûr. Et à ton avis, si moi j'envisage de faire la migration de ma version 1.x, tu peux pas migrer. Il faut que tu crées un nouveau site. Ce que tu peux migrer, c'est le contenu. Donc tu peux extraire le contenu de ta base de données et puis l'envoyer dans le format JSON qui permet de créer des recettes. Et du coup, tu peux migrer ton contenu. Mais c'est mieux de partir sur un nouveau site parce que
Ouais. Parce que de toute façon, c'est une nouvelle base de données, un nouveau schéma. Il n'y a pas de migration depuis Orchard 1 à Orchard Core. Tout ce que tu peux migrer, c'est ton contenu si tu fais la migration toi-même. D'accord. Mais par contre, ça sera super rapide et tu auras plein d'outils qui sont géniaux. Et j'ai cru voir dans les différents modules, il y a même des. Là, on parle de blog, de contenu CMS, etc. Mais je crois qu'il y a aussi des contenus de e-commerce. On n'a pas de module d'e-commerce, mais Bertrand Leroy. Non, il n'y a pas d'e-commerce. Bertrand Leroy travaille sur un module comme ça. Il travaille, lui? Il travaille. Il s'amuse. Oui, voilà. Avec un module d'e-commerce. Voilà. Donc, il a déjà fait une démo ou deux de ça et ça avance bien. Il y a d'autres contributeurs aussi d'ailleurs sur son projet. Je suis sûr qu'Antoine il va nous envoyer le lien vers son module qui est sur GitHub. Mais il n'est pas intégré. Je ne suis pas sûr qu'il sera intégré d'office à Orchard Core dans les modules Core, on va dire. Mais parce que ça ne touche pas la majorité d'utilisateurs. Peut-être, on verra. Mais ouais, ça sera un des modules d'e-commerce. Antoine a publié le lien. Hein. Effectivement, c'est bien Bertrand qui est le contributeur de ce site. Bon, bah, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelques questions à poser? Non? Bon, bah... Sinon, il y a le site web, orchardcore.net. On a un Gitter forum qui est référencé sur le site aussi, c'est très actif, donc n'importe qui peut venir sur le forum et poser toutes les questions. Et sur GitHub aussi. D'accord. Ou alors envoyez-moi des tweets, des Skype, je suis toujours ouvert. Ok, bah écoute, c'était super intéressant. Bah nous, on va te dire au revoir. Toi, tu commences ta journée. Ouais. Comment ça va? Nous, on va aller prendre l'apéro, vu l'heure. Et donc la semaine prochaine, on va avoir une présentation de gRPC pour ceux qui sont. Si on a encore du monde la semaine prochaine, puisque ça commence à baisser un peu parce qu'il y a des gens qui ont commencé à retravailler. Donc il faudra d'ailleurs qu'on se pose des questions si on continue ces meet-up tous les mercredis à la même heure. Ou... Ah ouais. Je pense que l'heure c'est intéressant d'en discuter. Ouais. Donc écoutez, on peut en parler sur le Slack pour voir ce qui serait le plus judicieux. Et puis écoutez, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Salut. Bonne soirée.